Benjamin Glaise. 8h31, mon invité politique ce matin, Sud Radio. Parlons vrai avec Arthur Delaporte, député du Calvados, porte-parole du Parti Socialiste. Arthur Delaporte, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Revenons d'abord sur l'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis. 15% de tarifs douaniers pour les exportations européennes au lieu des 30 initialement évoqués par Donald Trump. L'Union européenne qui s'engage en contrepartie à investir massivement aux États-Unis. Donald Trump a-t-il braqué l'Europe ? C'est une évidence. C'est un scandale absolu que cet accord. Nous, on est choqués, je veux dire comme l'ensemble des Françaises et des Français, quand on voit ce qui s'est passé il y a 2 jours maintenant en Écosse. C'est une vassalisation de l'Union européenne. Ursula von der Leyen s'est rendue sur le terrain de golf de Donald Trump. Je ne sais pas si on se rend compte du délire, du symbole que ça peut représenter dans un pays qui n'est même pas membre de l'Union européenne, pour derrière, avouer une défaite en race campagne. Parce que qu'avons-nous gagné dans ce deal ? Rien du tout. Est-ce que ça veut dire que, là vous pointez du doigt Ursula von der Leyen, est-ce que vous demandez aujourd'hui la démission de la présidente de la Commission européenne ? Alors ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, nous, on n'a pas, les socialistes, soutenu l'élection de Donald Trump, d'Ursula von der Leyen à la Commission européenne. Mais vous n'avez pas voté la motion de censure contre Ursula von der Leyen nous l'avons voté. Si, D'accord, ok. Mais ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, il y a un enjeu démocratique, un enjeu politique sur le rapport de force qui va se jouer à l'échelle de l'Union européenne. Et on ne peut pas rester comme le Premier ministre, en simple commentateur d'un débat qui serait finalement quelque chose d'extérieur à la France. La France est membre du Conseil européen, c'est-à-dire la réunion de l'ensemble des chefs d'État européens qui devra valider cet accord. Donc ce que nous demandons, nous, c'est que le président de la République organise à l'Élysée, dans les plus brefs délais, une réunion des différents chefs de parti pour expliquer la stratégie de la France. Parce que ça ne peut pas être un accord perdant-perdant, comme le dit le ministre de l'économie, surtout que c'est surtout un accord perdant pour l'Europe. Donc est-ce que la France va prendre la tête des pays européens qui sont contre cet accord? C'est la seule question qui se pose aujourd'hui. C'est ce que fera la France, c'est ce que fera le président de la République au prochain Conseil européen. Et donc ça ne peut pas rester comme ça des commentaires de ministres. Il faut une parole forte du président de la République, il faut des engagements, et puis il faut des discussions, puisqu'il n'y a pas de majorité absolue aujourd'hui à l'échelle du pays. Il faudra aussi un accord à l'échelle du Parlement. Donc il faut absolument qu'il y ait une discussion démocratique à l'échelle du pays pour derrière, éventuellement, faire bouger les rapports de force en Europe. Cet accord, pour l'instant, c'est juste de vaines déclarations dans un golf en Écosse. Quand François Bayrou dit regretter un jour sombre pour une Europe qui se résout à la soumission, est-ce que vous souscrivez déjà aux propos du Premier ministre ? Alors, on pourrait dire qu'il a raison, puisqu'on est d'accord pour dire que cet accord est un scandale. Mais moi, quand je vois un Premier ministre de la République française qui est dans cette situation de passivité absolue, alors qu'il a en théorie les rênes du pouvoir, je suis scandalisé. Et je crois que l'ensemble de nos concitoyens sont aussi choqués par finalement une forme de défaitisme assumé et aussi finalement d'abandon des Françaises et des Français face à un sort qui est peu enviable. Là, je tiens à dire qu'on n'a rien gagné dans cet accord et on a même tout perdu. Et puis au-delà de ça, cet accord a encore de grandes zones de flou qu'il va falloir éclaircir dans les prochains jours. Alors en ce qui concerne Emmanuel Macron, je ne l'ai pas entendu réagir. Il est resté assez silencieux. Qu'est-ce que vous pensez de ce silence du chef de l'État ? Il va falloir qu'il sorte du silence, d'où cette demande, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un à la tête de l'État. Si ce n'est pas le Premier ministre, il faut qu'il reste encore le président de la République, qui est par ailleurs celui qui a le siège à Bruxelles. La force de l'Union européenne, c'est son marché de 450 millions de consommateurs. Cela fait des années qu'on dit que la France est plus forte dans l'Europe. Est-ce que c'est toujours le cas ? Moi, je suis un Européen convaincu, mais c'est parce que je suis un Européen convaincu que je suis partisan de la défense de la souveraineté européenne et de la nécessité de ne pas baisser les bras comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on a une vraie position de force. Quand est-ce qu'on a vraiment pensé actionner les mécanismes de sanctions à l'égard des États-Unis ? Les États-Unis ont besoin de l'Europe comme nous avons besoin des États-Unis. On n'est pas dans une relation asymétrique de vassalisation. Et c'est, je crois, ce qu'il faut faire entendre à Donald Trump. Donc l'Europe doit répliquer. Mais l'Europe doit montrer les muscles. On ne peut pas finalement faire carpette comme ça devant le président des États-Unis. Ce n'est pas possible, d'autant que les Américains sont aussi les victimes d'une hausse des droits de douane. Aujourd'hui, c'est la croissance américaine qui le subit et c'est le pouvoir d'achat des Américains qui le subit. Interdire l'accès des entreprises américaines au marché public européen. Vous y êtes favorable ? Il faut aller jusque-là ? Il peut y avoir ce type de mesures de rétorsion. C'est d'ailleurs ce qui était prévu dans les ripostes envisagées si les
Américains continuer. Et je crois qu'on n'est pas allé assez loin. Et on a l'impression que Donald Trump sort gagnant-gagnant et non pas perdant-perdant de cette situation. Arthur Delaporte, je rappelle, vous êtes porte-parole du Parti socialiste. Le PS va-t-il censurer le gouvernement sur le budget à l'automne ? Alors, en l'état, bien évidemment. Je ne vois pas ce qui fait, à l'heure où je vous parle, que nous ne censurerons pas ce gouvernement. Ce matin, par exemple, vous avez un déplacement d'Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, dans le Calvados. À Lisieux notamment, elle devait visiter, alors je suis avec vous donc je ne pourrais pas l'accueillir, mais le CIDFF, ce qui lutte contre les violences faites aux femmes. Que se passe-t-il aujourd'hui ? À cause des décisions du gouvernement, ces centres qui viennent en aide aux femmes victimes de violences conjugales, grande cause du quinquennat en 2018, je rappelle, oui, vont devoir mettre la clé sous la porte si on continue comme ça. Ils vont devoir licencier des personnes, ils vont pouvoir accompagner moins de femmes, alors qu'aujourd'hui, on voit très bien, dans les enquêtes de victimation, qu'il y a de plus en plus de femmes victimes de violences conjugales ou qui le déclarent. Donc on a un vrai sujet d'incohérence gouvernementale entre les priorités affichées et la réalité, c'est que les seules associations qui viennent en aide aux femmes sur le terrain, elles sont victimes des coupes budgétaires. C'est ce que j'aurais aimé dire à Amélie de Montchalin ce matin. Ça veut dire qu'il n'y a aucune chance ce matin pour que le Parti socialiste ne censure pas le gouvernement ? Là, j'ai pris un exemple, mais évidemment que j'aurais pu citer tout le reste. Je ne vois pas ce qui, dans ce qui a été présenté par François Bayrou, pourrait convenir à la fois aux socialistes, mais plus largement et surtout aux Françaises et aux Français. C'est un budget mortifère pour le pays qui va piller les caisses de l'État pour financer des cadeaux fiscaux qui ont été faits aux plus riches sur le dos des contribuables les plus modestes et des travailleurs. Donc c'est inacceptable. La politique, ce sont aussi ces 3 élections législatives partielles qui vont avoir lieu en octobre prochain. Est-ce que vous pouvez nous garantir ce matin que pour ces élections, le PS, le Parti socialiste, respectera les accords au sein du nouveau Front populaire ? Ce que je peux vous garantir, c'est que le Parti socialiste est déterminé à faire progresser la gauche au Parlement. Et donc, on a des objectifs. LFI vous accuse en l'occurrence de vouloir saborder cet accord du nouveau Front populaire. C'est le cas ou pas ? Aujourd'hui, moi je vous dis, on a 2 candidatures sur les 3 qui étaient portées par des socialistes. Et donc nous aurons, qui vous étaient réservés, sur ces 3 circonscriptions, au moins 2 candidatures. Par exemple, nous aurons la candidature de Catherine Bourdon dans le Tarn-et-Garonne sur une circonscription qui était socialiste jusqu'en 2024, qui avait été prise par la maire de Montauban, qui a vu ses comptes invalidés parce qu'elle a fait n'importe quoi avec ses comptes de campagne et l'argent public. Maintenant, au-delà de ça, on peut commencer à sortir le popcorn à Paris. On avait perdu à Paris, mais si vous avez, comme aujourd'hui, un duel entre... en tout cas une bataille entre Rachida Dati et Michel Barnier qui a été investi hier par les Républicains, Rachida Dati qui dit qu'elle ira quand même. Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous ? Pour moi, c'est une excellente nouvelle parce que ça montre d'une part la division de ceux qui prétendent gouverner la France et puis ça montre aussi finalement qu'il y a une opportunité pour la gauche d'incarner un espace de rassemblement, de modération et de perspectives positives à Paris. Parce qu'aujourd'hui, il faut évidemment vous remercier ce matin Michel Barnier et cette deuxième circonscription de Paris. Vous les remerciez ? Moi, je les encourage à continuer, en tout cas, à s'empailler parce que c'est la meilleure des manières pour la gauche de pouvoir gagner dans cet arrondissement et dans ces arrondissements, notamment le 5e arrondissement, qui doit basculer demain au municipal. Arthur Delaporte, vous n'avez pas répondu à ma question. Oui ou non, est-ce que vous allez investir un candidat socialiste dans la 5e circonscription des Français de l'étranger, circonscription en l'occurrence qui avait été réservée aux Insoumis en 2024 ? Est-ce qu'il y aura un candidat socialiste ? À l'heure où je vous parle, on continue de réfléchir à la meilleure stratégie. Parce que l'objectif, c'est pas vous prenez le temps de réfléchir. On prend le temps de réfléchir parce qu'on pose les choses, qu'on réfléchit au risque du Rassemblement national. Nous, on ne voudrait pas voir le Rassemblement national se qualifier au second tour. Mais c'est une circonscription qui a déjà vu des socialistes gagner. C'est une circonscription qui a vu 2 fois successives des Insoumis perdre. Demain, il faut faire le meilleur choix pour cette circonscription, parce que voilà, on peut pas simplement faire de la figuration aux élections. Donc vous n'excluez pas, en tout cas, si je comprends bien, n'exclut rien, mais à ce stade, socialiste face aux Insoumis. Voilà, tout est à discuter. Arthur Delaporte, je rappelle, député du Calvados, porte-parole du Parti socialiste. Vous êtes également le président de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Vous avez terminé vos auditions récemment, fin juin. Quelles seront vos préconisations ? Alors les préconisations seront dans le rapport qui sera présenté la semaine septembre, du c'est ça. 8 septembre, probablement le 11 septembre. On aura l'occasion, Madame la rapporteure Laure Mineur, qui est en train de rédiger en ce moment la synthèse de tout ce qu'on a pu entendre, parce qu'on a quand même auditionné plus de 160 personnes, on a fait plus de 90 heures d'audition, donc c'est vraiment une masse de données, et on a eu par ailleurs 30 000 contributions sur la plateforme qu'on avait ouverte sur le site de l'Assemblée nationale. On a eu des centaines d'emails qui nous ont été envoyés de témoignages, donc toute cette masse doit être synthétisée.
et on va produire des recommandations. Mais par contre, ce que je peux vous dire À aujourd'hui, titre personnel, c'est que l'heure est grave. On a des géants du numérique qui se croient tout permis et qui, parce qu'ils ont un objectif premier qui est celui de faire de l'argent, malmènent notre société et notre santé collective. Et ça, c'est extrêmement choquant. On a un sentiment d'impunité totale de TikTok en particulier, qui a un algorithme qui rend les gens accros et qui n'hésite pas à laisser des contenus problématiques en ligne alors que c'est de notoriété publique. avec un TikToker qui s'est suicidé récemment, il était harcelé sur ses réseaux sociaux. On a aussi ces derniers temps cette tendance des coups de soleil volontaires. Il y a urgence à agir, c'est ce que vous dites. Comment faire plier, comment la France peut faire plier une plateforme chinoise aussi géante que TikTok? Est-ce que c'est possible? Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est l'amende. La deuxième étape, ça peut être l'interdiction temporaire ou définitive. Si on a un réseau social qui se croit au-dessus des lois, il faut dire qu'on est prêt à appliquer des mécanismes de sanction. Là, vous évoquez deux cas différents. Le premier, c'est les harcèlements qui pullulent et qui peuvent être d'une violence. Si vous avez plusieurs millions d'abonnés et que vous décidez de lancer une campagne de revanche sur un autre collègue, ce dernier peut se retrouver avec des centaines, voire des milliers de personnes qui vont l'insulter quotidiennement, jour et nuit. Et ça a pu conduire un Mehdi Bassit, je vais le nommer, à se suicider. Et donc voilà, moi j'ai reçu des centaines d'appels à l'aide qui m'ont dit s'il vous plaît, faites quelque chose contre le harcèlement. Alors il y a Mehdi évidemment, mais il y a tous les autres. Et moi je pense à ces jeunes qui aujourd'hui se retrouvent dans des situations de revenge porn, qui en viennent à se suicider également. Et ça, je crois que ça devrait nous empêcher tous de dormir. Il faut absolument que les réseaux sociaux soient plus efficaces dans la lutte contre le harcèlement, dans le retrait des contenus problématiques. Tout se joue dans les premières heures. Et aujourd'hui, c'est beaucoup trop long, c'est pas assez efficace. Donc il faut sévir. Il y a aujourd'hui des enquêtes qui ont été lancées à l'échelle européenne. J'espère qu'elles vont être les plus rapides possibles. Et sinon, il va falloir monter d'un niveau. Avec une proposition de loi en préparation, c'est votre objectif ou pas? Alors, moi, je travaille au-delà de ces sujets de la protection des mineurs, à ce qu'on appelle la loi Influenceur 2. J'ai d'ailleurs été nommé par le gouvernement parlementaire en mission pour produire un rapport que je devais faire avec Stéphane Vogetta, qui était mon collègue des Français d'Espagne, avec qui j'avais fait la loi Influenceur. Et dont l'élection a été invalidée. Pour essayer d'avancer justement sur les nouvelles dérives liées à l'influence commerciale et à l'influence de manière générale. Je crois qu'on a beaucoup de choses à faire, y compris dans le droit national. Par exemple, sur la manière dont on peut faciliter la saisine des juges pour faire retirer des contenus, sur l'efficacité de la justice de manière générale pour pouvoir suspendre des comptes, par exemple. Parce qu'on a l'impression, trop souvent sur les réseaux sociaux, qu'il y a un sentiment d'impunité de ceux qui produisent des contenus problématiques. Alourdir les peines éventuellement ça peut être ça, vis-à-vis des personnes qui sont coupables de harcèlement. Ces peines, elles existent, elles sont parfois dures, mais le problème c'est qu'elles sont pas appliquées parce que en fait on n'est pas assez réactif, alors que le harcèlement c'est quelque chose qui va très très vite et qui peut être déflagrateur. J'aimerais qu'on passe à la situation à Gaza, Arthur Delaporte. Emmanuel Macron qui a annoncé, on s'en souvient, que la France reconnaîtra l'État de Palestine en septembre. D'ici là, la France doit-elle apporter une aide humanitaire importante à la population gazaoui? Bien sûr. Bien sûr. La France doit faire tout ce qui est en son possible, à la fois pour mettre fin au massacre en cours à Gaza, mais aussi pour délivrer l'aide humanitaire la plus rapide et la plus massive possible. On a aujourd'hui des centaines de milliers de personnes qui sont en train de mourir de faim. Des enfants, tous les jours, qui meurent de faim. Et je crois aussi qu'il est de notre devoir, du devoir moral de la France, de faire tout ce qui est en son pouvoir, non seulement pour mettre fin à cette guerre, mais aussi pour apporter cette aide humanitaire qu'Israël empêche. Famine organisée, selon vous ? C'est une évidence. C'est une évidence et je crois que tous les observateurs, le peu de journalistes qui sont sur place, mais plus largement toute la communauté internationale, sait très bien ce qui se passe. L'objectif d'une partie du gouvernement israélien, c'est d'éradiquer l'État de Palestine, de l'empêcher d'advenir. Et donc il y a une politique génocidaire en cours à Gaza. C'est de notoriété publique et c'est d'ailleurs ce que disait Israël qui a débloqué l'aide humanitaire tout de même récemment à Gaza. Débloqué avant-hier. L'aide humanitaire qui arrive encore au compte-gouttes. Moi, je suis désolé. Ce n'est absolument pas quelque chose qui devrait nous satisfaire. Il est déjà trop tard. Donald Trump peut-il être un allié dans ce combat? Il a annoncé pour sa part l'ouverture de centres alimentaires. C'est de nature à vous donner de l'espoir. Ça peut être un allié ici à Donald Trump?
tous ceux qui voudront s'engager dans ce combat et qui sauront dire à Israël qu'il faut cesser maintenant les hostilités seront les bienvenus. Mais ce que je dis aussi, c'est que Donald Trump est celui qui a continué d'armer Israël pour aller massacrer les Palestiniens. Et donc la France doit non seulement agir sur le plan humanitaire, mais agir, ce qu'elle fait d'ailleurs aujourd'hui à l'ONU, sur le plan international, pour mettre en avant à la fois la reconnaissance de l'État de Palestine, ce qui a été fait, ce que je salue, la solution à 2 États, mais aussi, il faut aussi dire à Israël que ça ne peut pas continuer comme ça, et donc activer des mécanismes de sanctions, plaider à l'échelle européenne. Vous appelez ce matin la France à prendre des sanctions, l'Europe et la France également à prendre des sanctions contre le gouvernement israélien. Ce que nous demandons depuis des mois maintenant, c'est la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. C'est des sanctions qui sont également des sanctions sur Israël, et il faut réfléchir à tout ce panel de sanctions parce qu'on ne peut pas massacrer impunément un peuple. On a Israël qui aujourd'hui a rompu avec le respect du droit international. Donc il faut des sanctions qui peuvent être des sanctions qui s'attaquent aux dirigeants israéliens, des sanctions économiques, parce qu'on a un gouvernement d'extrême droite qui mène une politique qui vise à annihiler un peuple. C'est démontré, et donc il faut arrêter cela. Il faut arrêter cette guerre, il faut aussi tout faire, et je le redis, parce que c'est la position constante du Parti socialiste, tout faire pour libérer les derniers otages qui sont encore vivants à Gaza. Arthur Delaporte, je le rappelle, vous êtes député du Calvados, porte-parole du Parti socialiste. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.